Nous retrouvons nos invités pour la suite de l'émission avant de parler du Burkina Faso et du procès de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. On reste un peu à Bujumbura. Germain Pouli, je vous donne la parole en quoi la reprise de la coopération avec l'UE peut profiter véritablement au Burundi. Oh, je pense que c'est beaucoup de bénéfices pour ce pays. D'ailleurs, le nouveau président a salué donc cette décision-là et a montré donc sa disponibilité à poursuivre le partenariat avec l'Union européenne et à poursuivre dans le respect des engagements pris envers l'Union européenne. Eric en parlait aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, il y a déjà 20% du budget de, du Burundi qui est, disons, financé par l'Union européenne. C'est 20%, c'est beaucoup d'argent, c'est Ouais. un cinquième, et ça fait beaucoup. Et avant l'Union européenne, Eric le rappelait, il y a eu plusieurs autres institutions aussi qui ont sanctionné ce pays-là et qui, depuis de ce temps-là, vivait difficilement, même s'il s'est retourné vers de nouveaux partenaires comme la Chine, la Russie, un peu la Turquie. Mais c'était difficile parce que le pays importe beaucoup plus qu'il n'exporte, un peu comme tous les pays africains. Et donc pour importer, quand il n'y a pas de liquidité, c'est assez difficile. Et quand ces produits-là sont importés, ils sont un peu rares et donc ils deviennent chers. Et donc d'où la cherté de la vie. Donc en général, dans ce pays-là, c'est vrai que l'Union européenne n'a pas totalement coupé sa Coopération. coopération parce qu'il y a des aides qui ont continué à parvenir aux populations sur des projets de développement, sur le financement de la société civile et tout ça. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un appui direct à l'État sur le budget, sur les institutions. Et donc, ça permet, comme le disait aussi Eric et Jérôme, je pense, de payer les fonctionnaires. Et quand on arrive à payer régulièrement, on apporte du souffle donc, dans la vie. Et donc aujourd'hui, je crois que sur le plan économique, ce retour-là est plutôt un bon signe. C'est vrai que ça ne règle pas le problème de pauvreté de ce pays, mais il continuera pas à vivre comme un pays pauvre Ouais. normal, qui était, parce que Eric ironisait en disant que c'est un pays En en voie de voie de sous-développement. sous-développement, Développement. ça veut dire qu'il plongeait carrément Ouais. dans le trou. Aujourd'hui, on peut refermer le trou, et il va plus descendre, il va rester là en espérant donc remonter, mais après, c'est la même donne dans tous les pays africains. Nous dépendons beaucoup de l'aide extérieure, tout comme le Mali, le Burkina, la Guinée, qui aujourd'hui sont sous menace de sanctions. Ça va être pratiquement la même situation parce Ouais. que ces pays de l'Union européenne là sont des partenaires assez chers à la vie de nos nations. On dépend énormément de ces pays-là, de l'aide multiforme que ces pays-là nous apportent. Maintenant, on vit encore dedans, mais il faut que les Africains pensent à évoluer un peu plus et à dépendre mieux de l'extérieur. Ça, c'est un grand débat que les économistes, les hommes politiques et tout ce qu'on veut Même devraient chaque pouvoir fois. Ouais. voir. Ouais. Faut voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on parle d'aller un peu sur la trace des Chinois, de faire un peu comme les Chinois qui aussi étaient colonisés comme nous, qui ont eu leur indépendance bien après nous, mais qui aujourd'hui sont en train de se développer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que leurs recettes peuvent marcher en Afrique? Il faut voir tout ça. Alors, le Conseil de l'Union européenne a décidé, donc, comme on le disait, ce mardi, de mettre fin à la sanction budgétaire contre le Burundi pour saluer un processus, Eric Johnson, politique pacifique qui a débouché sur les élections de mai 2020. Ce n'est pas une contradiction parce que il faut souligner que c'est Pierre Nkurunziza qui a mené ce processus également Oui. en choisissant un dauphin. Non, a-t-il véritablement choisi un dauphin? Vous Il était savez, obligé. non, mais d'abord, il voulait garder le pouvoir à lui. Et même si Évariste Ndayishimiye était proche de lui, vous savez, c'est un truc.
enfin, dans nos coutumes, hein, on dit le chef ne connaît jamais son successeur. Parce que si on dit le gars là va te remplacer, c'est que tous les jours quand tu le vois, tu vois en lui déjà ton chef. Et ça conduit parfois à des guerres qui aboutissent à des assassinats, tout de suite, etc. Vous pensez qu'il y a de la pression dans l'armée à l'époque? Bien sûr, justement, parce que il ne faut pas oublier que Évariste Ndayishimiye est un militaire, un général de l'armée. Et donc, il y avait une forte pression parce que eux aussi, ils voyaient leur population mourir devant cette situation. Néanmoins, c'est l'armée qui va sur le terrain parce qu'il y a un chef qui donnait des ordres qu'il fallait quand même respecter et aller massacrer les populations. Mais en même temps, il y avait quand même des officiers qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce qui se passait. Alors, aujourd'hui, si nous regardons bien, l'Union européenne, comme le disait tantôt Germain, n'avait pas totalement coupé sa coopération avec le Burundi. Il y avait quand même quelque chose qui restait pour la population. Parce que l'aide publique indirecte, comme on l'appelle, c'est tout ce qui va à l'humanitaire, tout ce qui va aux besoins sociaux des populations. Et donc, l'Union européenne a gardé cela. Sauf que tout ce que l'État burundais pouvait discuter directement avec l'Union européenne, c'est-à-dire des programmes bien conçus, par exemple la construction de routes, par exemple le financement des programmes de gouvernance, tout cela a été coupé. Tout cela a été coupé. Et donc, aujourd'hui, tout cela revient parce que pour faire ça, le Burundi était obligé d'aller chercher des moyens quelque part. La Chine. Germain le disait aussi. La Chine, la Russie, la Turquie, etc. Mais ce qui nous reste aujourd'hui, nous autres pays africains aujourd'hui à faire, tout ce que nous pouvons prendre de tous ces gens-là, c'est d'abord l'éducation de nos populations. Vous savez, tant que nos populations ne seront pas bien éduquées, nous ne pouvons jamais amorcer un développement. Les gens qui ne comprennent pas pourquoi, par exemple, on leur demande d'aller à droite. Pourquoi pas à gauche? À gauche. Alors, c'est des questions qu'on se pose. Mais une fois que les populations sont instruites, une fois que les populations comprennent le pourquoi des choses, je pense que nous pourrons déjà amorcer. C'est ce que nous pourrons prendre de la Chine, comme tu évoquais le sujet. Donc, je crois que fondamentalement, nous parlons tout le temps. Nous n'avons pas d'argent, nous avons faim, nous avons ceci, nous sommes malades, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de cela. Mais est-ce que la base, elle est solide? Une fois que la base est faussée, je pense que tout ce que nous ferons après, nous aurons toujours des problèmes, ne peut pas prospérer. Et donc, pour moi, ce que nous pourrons prendre de ces pays vers lesquels nous tournons lorsque nous avons des difficultés avec nos partenaires ordinaires, c'est surtout ça. Comment ces pays-là arrivent à franchir quand même certains seuils pour arriver à leur développement. Aujourd'hui, je pense fondamentalement que l'éducation est primordiale dans tout ce que nous faisons chez nous. Et Jérôme Sossou, cela peut permettre véritablement au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye d'amorcer des travaux, de contribuer, si on peut le dire, au progrès du Burundi. Je ne pense pas que l'aide européenne seule suffit pour faire tout ce que le pays aura voulu. Oui, il y aura d'autres choses, c'est pour ça que le pays même doit se mettre au travail. Nous, les Africains, nous étions où lorsque les Occidentaux se sont levés pour commencer par travailler? On est où? Et maintenant quand nous venons au pouvoir,
En réalité, au lieu de faire la bonne gouvernance, on adopte à la corruption, à la gabégie, au gaspillage, et tout ce qu'on veut. Et tout ce qu'on veut. Et alors qu'en réalité, si on mettait fin à tout cela, ça pourrait quand même nous permettre d'évoluer. On prend l'exemple sur le Togo. Je prends l'exemple sur le Togo. Lorsque le chef de l'État, à tout moment, crie à la bataille contre la corruption. Et pourtant, le phénomène existe, comme si de rien n'était. Comme partout ailleurs. Oui, mais bien sûr. Moi, je parle de mon pays, le cas que je connais mieux. Le cas que je connais mieux. Et donc, si on ne met pas, je sais que ça ne va pas finir totalement, mais si on ne se bat pas contre véritablement la corruption, Ça dit d'une manière acharnée, ouais, pas seulement en parler. on n'aura rien faire. On n'aura du tout à rien faire, puisque les corrupteurs et les corrompus sont là. À tout moment, quand on donne l'argent de la construction d'une route, l'argent là disparaît. Donc, il faut couper le pont. Et c'est ce qu'il faut Mais pour tout à le fait. Burundi. Oui, c'est ce qu'il faut pour le Burundi, en réalité. Sinon, on aura beau crier, on a faim, l'Union européenne peut remettre toute l'économie de l'Europe à la disposition des pays africains. On ne fera rien absolument. Tant qu'on ne voulait pas couper le pont entre la gabégie, le pillage, le vol, les détournements, la corruption, on est là, on croise les bras à chaque fois. Alors que nos sous-sols regardent beaucoup de potentialités qu'on peut exploiter. On les laisse à la merci de ces Européens parce qu'on veut rester pendant longtemps au pouvoir. Tant mieux. Et les Européens vont nous exploiter, ils vont continuer par s'imposer à nous, et ils reviendront à emporter tout ce que nous avons dans nos sous-sols, ils vont les transformer, ils viendront encore nous les imposer, et puis ça continue. Vous voulez dire que c'est un ouf de soulagement pour le Burundi, mais il faut que les Burundais eux-mêmes se mettent d'abord au travail. En réalité, sinon, avec l'aide seule de l'Union européenne, ne fera rien pour le Burundi. Et si vous le permettez, on va quitter Bujumbura pour Ouagadougou, au Burkina Faso. Le parquet militaire a requis mardi 30 ans de prison ferme contre Blaise Compaoré, l'ancien président déchu du Burkina Faso, actuellement en exil en Côte d'Ivoire, qui est accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. C'était en 1987. Eric Johnson s'est tombé 30 ans de prison pour Blaise Compaoré. Oui, c'est la réquisition du la parquet. réquisition, oui. Maintenant, le délibéré arrive. Les avocats de la défense vont plaider et maintenant il y aura le verdict. Je pense que ce qui se passe au Burkina doit beaucoup faire travailler nos dirigeants. L'envie du pouvoir ne peut pas nous amener à nous détruire. Parce que quand nous prenons un peu l'histoire de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré, deux amis, deux frères, qui sont des frères, et qui, à cause du pouvoir, se sont séparés. L'un est mort, l'autre a pris le pouvoir. C'est dire que c'est le pouvoir qui est la pomme d'Adam qui a divisé ces deux frères. Et donc, ce procès, c'est vrai que Blaise Compaoré n'est pas là pour donner aussi sa version. On l'aurait souhaité. Rien ne l'empêchait aussi d'être là. Ouais. Mais vous savez, c'est peut-être... parce qu'il a été déjà condamné pour d'autres faits. Oui, non, mais c'est peut-être parce que il est déjà déclaré commanditaire avant même le procès. Et c'est ce que les avocats ont avancé même. Je pense que de cette manière-là, parce que ce que tout le monde reproche aujourd'hui à Blaise Compaoré, c'est le fait de refuser de venir à ce procès, répondre devant la justice, de répondre devant les tribunaux. Et deuxième chose, c'est de n'avoir jamais accepté faire quelque chose au nom
de son frère. C'est un signe suffisant Et pour dire donc, qu'il était le donneur d'ordre pendant 27 ans. attention, Eric Johnson. attention, moi personnellement, jusque-là, je prends Blaise Compaoré comme étant un présumé coupable. Parce que, est-ce que c'est le donneur d'ordre que nous cherchons aujourd'hui ou c'est l'assassin de Thomas Sankara que nous cherchons? Quand, Bon, c'est on tous, focalise, quand on focalise trop aussi ce procès sur la personne de Blaise Compaoré, pardon, est-ce que le processus n'est pas quand même faux? Parce que, vous savez, il y a celui qui donne l'ordre, il y a celui qui l'exécute. Dans ce cas, est-ce que c'est le donneur d'ordre? Et c'est ce que le parquet dit, qu'il est le donneur d'ordre. Il est le donneur d'ordre, mais le commanditaire, celui qui a tiré sur Thomas Sankara, c'est vrai que c'est toute une garnison qui était allée pour tirer sur... Vous voulez parler de Yacine Kafando, vous voulez parler de Djibril Bassolé et autres. Eux, c'est 20 ans. Vous imaginez cela. Donc, je pense que ce procès-là est trop focalisé sur Blaise Compaoré. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'a pas voulu se mettre à la disposition de la justice burkinabé. Toutefois, je continue par croire que ce procès-là va aider nos dirigeants, ceux qui ont des ambitions politiques pour arriver à la tête de nos États, de ne pas considérer le pouvoir comme étant une fin en soi. Une fin en soi, et à cause du pouvoir, il faut se permettre d'éliminer physiquement les citoyens de leur pays. Blaise Compaoré, le tout-puissant président du Burkina Faso pendant 27 ans, Germain Pouli, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce procès? Ce procès, déjà, il nous ramène à l'ère des coups d'État, parce que nous y sommes. Et c'est sous un régime militaire qui vient de démettre un président qu'on poursuit ce procès-là. Ça voudrait dire que demain, le colonel qui vient de prendre le pouvoir, Paul-Henri Damiba, pourra aussi être jugé, parce qu'ils ne sont pas seulement jugés pour l'assassinat de Blaise Compaoré. Mais peut-être le format a changé, parce que maintenant on ne tue pas. Oui, j'arrive. Il y a recel de cadavre, et puis atteinte à la sûreté de l'État. Ça veut dire que le coup d'État en lui-même est un crime. Ils sont jugés pour le coup d'État. Les gens ne semblent pas voir cet aspect, mais le coup d'État lui-même est un crime. Ça veut dire que tous ceux qui chassent le président, d'une manière ou d'une autre, sont déjà coupables d'un coup d'État. Ils ne peuvent pas être jugés aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir. Mais après, vous verrez que la plupart de ces officiers, Dadis Camara, même Zida qui a dû fuir le pays, Sanogo même, qui a fait la prison pendant longtemps, c'est vrai qu'on dira qu'il a été gracié. Mais c'est déjà une infraction. Donc pour moi, c'est un jugement des coups d'État d'abord, que les gens ne semblent pas voir de près. Maintenant, il y a la figure de Thomas Sankara qui est passé pour un révolutionnaire qui a apporté beaucoup d'espoir aux femmes et aux jeunes burkinabés au début de son règne. Et exactement un peu ce qui se fait aujourd'hui au Mali, où on pense que c'est l'homme qui vient changer les rapports avec l'Occident. Et donc, on s'attendait à des miracles de sa part. Il était un peu sur la droite ligne de ce qui se faisait en Guinée avec Sékou Touré. Mais voilà que c'est un de ses proches donc, qui était chargé de l'éliminer. Et vous verrez qu'à l'époque, on voyait ces jeunes officiers-là qui étaient capitaines, bérets rouges, qui ont fait leur formation ici au Togo d'ailleurs. Ils ont été formés à Préwa ici pour sortir bérets rouges. Et nous, on était assez jeunes quand on les voyait. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que ces années-là, plusieurs coups d'État se sont succédés entre de jeunes officiers, des lieutenants et des capitaines. Sankara lui-même a chassé Jean-Baptiste Ouédraogo. Donc il y a eu au moins 4 coups d'État en cette période-là. Voilà, donc les jeunes
ils arrivaient au pouvoir par la force. En réalité, c'est vrai qu'on parle de Thomas Sankara comme s'il avait été élu, mais lui-même était un auteur d'un coup d'État qui a subi aussi le même sort. Donc pour moi, déjà, c'est un procès contre les coups d'État. Ça veut dire que demain, vous pourrez être jugé. Bon, ce qui a été fait avec Namibia, on a dit qu'il n'y a pas eu de mort, c'est tant mieux. Donc il n'y a pas d'assassinat en réalité pour le coup d'État de Kaboré. Mais ça reste quand même une infraction. Maintenant, il y a cette image de Blaise Compaoré. Il faut lui rendre justice. Les gens réclament Blaise Compaoré parce qu'il n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, on peut le juger. Oui. Malheureusement, que ce sont les mêmes militaires qui l'ont accompagné jusqu'en Côte d'Ivoire, qui l'ont escorté pour qu'il échappe à la justice, donc qui l'ont mis à l'abri. Et dans ces conditions, je ne vois pas quelqu'un qui devrait être condamné pour plusieurs infractions, revenir pour être jugé uniquement dans l'affaire de ce coup d'État-là. Donc aujourd'hui, c'est un exemple. Les gens ne s'attendent pas à grand-chose de ce procès parce que je ne pense pas que le commanditaire Blaise Compaoré, on pourra l'arrêter, le mettre en prison. On en a vu avec le cas Hissène Habré, on en a vu dans plusieurs pays où les gens subissent pratiquement l'exil comme si finalement c'est leur prison hors de leur pays. Mais c'est une bonne chose pour la justice et pour cette façon d'arriver au pouvoir, pour dire encore une fois qu'il faut arriver au pouvoir par les urnes. Maintenant, chercher le moyen le plus court. Après, généralement, on ne fait pas de coup d'État sans tuer de personnes. Nous avons vu en Guinée-Bissau, même si l'attentat a été raté, le bilan était lourd. Plusieurs personnes qui sont décédées lors de cette tentative. Donc, généralement, quand il y a des coups d'État, il y a des morts. Et tous ces morts-là ne restent pas impunis. Je parlais du Mali où Sanogo, après son coup d'État, est passé en prison parce qu'il y avait une vingtaine de bérets rouges qui est de la garde de ATT qui avait été tué lors de ce coup d'État-là qui a réussi. Donc pour moi, c'est un procès en réalité contre les coups d'État, même si aujourd'hui les autorités qui sont là, qui sont aussi arrivées par un coup d'État, ne le voient pas de cette manière. Il devrait voir ce procès-là, voilà. Et maintenant, partout, ça s'est très mal passé, où il y a eu des morts, comme en Guinée, un peu partout. Demain, quand ces gens-là ne seront pas au pouvoir, comme Blaise Compaoré, ce n'est pas exclu qu'ils apparaissent donc devant les tribunaux et les cours pour être jugés pour cela. Alors, Jérôme Sossou, je comprenais tout à l'heure l'inquiétude d'Eric Johnson quand on parle de donneur d'ordre, puisque des analystes ont dit on ne peut pas réussi à l'époque ce coup d'État sans l'appui de certains pays et surtout de certaines puissances. Oui, mais je ne les connais pas, moi. Je ne les connais pas pour les citer. Mais je crois que le procureur militaire a beaucoup accusé Blaise Compaoré pour dire que c'est lui qui a tracé le plan. C'est lui qui donnait le matériel, c'est lui qui exigeait et que son objectif était d'éliminer à tout prix Thomas Sankara. Voilà, c'est pour ça que... Pourquoi? Parce qu'il est devenu populaire. Les deux portaient presque la même idée. Oui, mais c'est ce que le procureur militaire disait. C'est ce qu'il avait dit, qu'il accusait. Et puis, il disait qu'il l'accusait parce que Blaise Compaoré n'avait aucun remords de ce qu'il avait fait. Et puis, il n'a pas le sentiment de... ses premières déclarations. Il n'avait pas le sentiment même de présenter des excuses à la famille éplorée. Et donc, pour lui, tout lui profitait. Tout lui profitait. Donc, c'est pour ça qu'il accusait. Même si mes confrères disaient tout à l'heure que Blaise Compaoré devrait en réalité venir assister à ce procès pour qu'on l'écoute. Tout du moins, il a refusé de venir de le faire. C'est pour ça peut-être qu'il donne la confirmation au procureur militaire de dire que est-ce qu'il y avait toutes les conditions, Jérôme Sossou, pour que l'ancien président... Mais si on l'invitait à venir comparaître, on devait quand même lui garantir toutes les... Il va en prison parce qu'il a été déjà condamné. Ce n'était pas à ce niveau que les choses étaient faussées. C'est vrai, Eric Johnson en a fait mention tout à l'heure.
Non, mais on lui demande de venir comparaître. Pourquoi ne pas lui garantir la sécurité de comparaître et puis bon, après le mettre en prison. Après le mettre en prison. Il ne peut pas accepter ça. Justement. Et puis il n'est pas le seul à... Et non seulement ça, sa sécurité n'était nullement Pas garantie. garantie, Il ne peut voilà. pas être garanti justement parce que il craignait aussi pour sa vie. Même Il y a- s'il ne il venait y a- pas, il y on a- pourrait quand même faire ce procès Il faut- En il faut- visioconférence. en vous voulez vidéoconférence dire. parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de moyens qui pourront permettre Est-ce à que ce c'était envisagé? Est-ce que c'est Blaise Compaoré qui a refusé? Ou alors, Ouais. ou alors l'intention est de faire en sorte que Blaise Compaoré arrive sur le sol burkinabé qu'on le jette en prison, puisqu'il a été déjà condamné, comme le disait. Ouais, il est déjà dans condamné. Et puis il n'est pas Dans le deux. seul. Il n'est pas le Ouais. seul qui a été condamné. Il y Gilbert a Diendéré Diendéré, qui a aussi pris 30 ans. Il y a comment Il y a appelle-t-on cette Kafondo qui ouais. a pris, je crois, 20 ans, comme 20 ans. Diendéré aussi 20 Diendéré, ans. bon, tout à fait. Et donc, c'est compliqué cette histoire. C'est compliqué. C'est vrai que plusieurs voix disaient qu'il y a des puissances derrière. Et plusieurs voix disaient qu'il y a aussi des pays trop proches du Burkina Faso qui seraient derrière ce coup d'État. Vous ne voulez pas donner Moi, ce je ne les connais pas. Ce sont les voix qui le disent. Et donc, bon, je ne sais pas pourquoi tu voudrais m'envoyer sur ce terrain-là. Le plus important, c'est que le verdict arrive, que le verdict soit prononcé et qu'on sache réellement le sort qui attend Blaise Compaoré. On ne sait pas s'il va faire les 30 ans ou alors on va revoir ça comment on appelle, à la baisse parce qu'il y a un parmi eux qui a pris, je crois, 11 ou 20 ans, mais avec sursis. Avec sursis. Et donc, Blaise Compaoré, vu son âge actuel, lui donner 30 ans de prison, est-ce qu'il peut faire les 30 ans là ou C'est une manière de le condamner à Tout vie. à fait. Allez, je sais que vous voulez encore réagir. On va marquer juste la pause pour le journal. Et on revient parler encore un peu du Burkina Faso avant d'aller au pays de Faustin Archange Touadéra.